Bonjour Thibaut, Bon, bonjour Olivier, bonjour Philippine. Bonjour Philippine, vous bonjour tout allez le monde. bien? Très bien. Eh ben super, très content d'être là pour ce webinaire et ce super sujet. Top. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. J'espère que tout le monde est en forme. En tout cas, avec Elevo, on est ravis de vous retrouver pour ce webinaire aujourd'hui. Je suis Philippine Flambard, je suis dans l'équipe marketing de 360 Learning, qui co-organise ce webinaire aujourd'hui. Et je vais pouvoir laisser la parole à nos speakers. Pour me présenter, Olivier Roux, donc je suis le Chief Skill Officer chez 360 Learning. Donc 360 Learning, c'est le leader du collaborative learning, c'est-à-dire l'apprentissage par les pairs, que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne. On est plus de 10 ans sur le marché maintenant, avec plus de 400 collaborateurs. On est soutenu par des investisseurs de renom comme la BPI, Xange ou Educapital. Et enfin, effectivement, les clients internationaux comme Safran, LVMH ou bien Veolia. Je me présente aussi rapidement pour qu'on puisse plonger ensuite dans notre sujet. Donc Thibaut Villon, moi je suis le CEO et fondateur d'Elevo, un peu moins ancien que 360 Learning. On fête nos 8 bougies cette année et on est une plateforme de talent management complète, gestion de la performance, développement du collaborateur, carrière compétences mais aussi sondage, engagement, etc. On est évidemment multisecteur, comme vous pouvez le voir sur un petit peu quelques clients références qu'on a là. Mais l'idée aujourd'hui, c'est quand même surtout de vous parler de notre sujet sur les postes clés. Donc avant de se lancer un petit peu dans des explications plus détaillées qu'on vous a préparées avec Olivier, il y avait quelques problématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Et Olivier, je te laisse en parler rapidement de la première, puis je prendrai la deuxième. Et puis, Donc oui, effectivement, la première problématique, ça va être identifier les postes clés qui permet d'anticiper les compétences stratégiques dont l'entreprise aura besoin pour rester compétitive et s'adapter aux évolutions rapides du marché. Deuxième problématique qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la guerre des talents. Je pense que vous la vivez au quotidien dans le recrutement et dans la rétention. Et forcément, vos postes clés sont un point critique sur ce sujet. Et effectivement, le troisième point, ça va être gérer efficacement les plans de succession, tout simplement parce qu'un turnover inattendu ou un départ à la retraite peut déséquilibrer des équipes ou des projets. Je vous propose de se lancer un peu dans cette première partie de l'identification des postes clés. L'identification des postes clés, elle est assez importante. Avant d'essayer d'identifier, il faut déjà se poser la question de qu'est-ce qu'un poste clé dans notre organisation. Et ça va être important. J'en parle juste après. La deuxième étape, évidemment, trouver les personnes qui vont correspondre à ces critères de postes clés. Et il y a même une troisième étape qui va venir très facilement après, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, une fois qu'on a ces postes clés, stratégiquement, quelle est notre prochaine étape. Donc, qu'est-ce qu'un poste clé? Première définition qu'on retrouve très souvent, c'est quel est l'impact business et stratégique d'un certain poste. Et du coup, est-ce qu'il va être clé ou pas dans les opérations de l'entreprise? Parfois, il va être très impactant parce que c'est la seule personne et on va être très dépendant. Parfois, c'est parce que c'est un poste qui est important, même s'il est multiplié, ça reste quand même un poste important à tenir. Typiquement, si on est sur des chefs de production, etc., on a beau en avoir 10, si on en perd un et qu'on a 10 usines, on a quand même une problématique stratégique. Le deuxième, c'est est-ce qu'il y a une expertise rare? Pourquoi c'est important de se poser cette question? Parce que il y a la question aussi de est-ce qu'on va être capable de facilement, derrière, remplacer la personne en cas de départ et à quel point il est difficile de trouver cette expertise sur le marché. Si c'est le cas, on va sûrement vouloir mettre en place des plans de formation pour s'assurer que cette expertise, on la développe au sein du groupe et qu'on ne la laisse pas centraliser sur une seule personne ou sur un seul poste clé. Et le dernier, c'est les risques de perturbation en cas de départ. D'ailleurs, une excellente question à poser lors des people review, demander à un manager quel est l'impact du départ de la personne. Ce qui est très différent du risque de départ. Parce qu'une personne peut être à risque de départ sans que ça cause de réel impact business. On va être capable de remplacer la personne. On est assez confiant dans la continuité d'activité. Ce qui est très différent d'une personne où on se dit si cette personne elle part, là, on va vraiment pas être bien. On va avoir des difficultés. Et on a des doutes sur notre capacité à recruter une personne qui va re-remplir le rôle de la personne qui part. À ça, évidemment, ajoutez vos propres définitions, ajoutez vos propres enjeux, et c'est là où il est important d'interroger le COMEX, d'interroger les managers. Vos listes de postes clés, une fois que vous les avez, il va falloir évidemment aller identifier des personnes. Une question qui revient souvent et que je souhaitais traiter tout de suite, c'est est-ce qu'il va falloir rendre cette liste accessible à vos collaborateurs? Est-ce que c'est quelque chose à afficher publiquement ou semi-publiquement? Je pense que c'est assez peu dans l'intérêt des collaborateurs, c'est dans l'intérêt de la pérennité organisationnelle de l'entreprise. On essaye d'identifier les postes clés par rapport à ce qu'on veut projeter de l'organisation plus tard et s'assurer qu'on a une bonne continuité de l'entreprise. C'est pas parce qu'on dit que ce poste est clé
qu'on va plus valoriser cette personne qu'une autre. Donc attention en fait à essayer de communiquer ça et qu'on envoie en fait le mauvais message et surtout qu'on envoie le mauvais message potentiellement à d'autres collaborateurs qui font très très bien leur boulot, mais qu'on ne considère pas forcément comme des postes clés parce que peut-être qu'il y a de la répétition dans ce métier-là et que l'entreprise est capable d'absorber des départs beaucoup plus facilement, qu'on est plus facilement capable de recruter sur le marché, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas valoriser les personnes. Donc attention, nous on recommande que c'est un exercice plutôt organisationnel, plutôt stratégique, qui est réservé plutôt au RH et au management, et même plus souvent quasiment à la direction, parce qu'on se rend compte que souvent cette identification de postes clés et même de notions de succession, après, elle va s'appliquer beaucoup à des collaborateurs qui sont quand même plus dans des rôles de management et potentiellement plus impactants. Donc après, pourquoi est-ce qu'on va toujours mettre à jour cette liste de postes clés? On ne va pas pouvoir le faire une fois et puis se reposer dessus pendant des années et même parfois 12 mois, ça peut être trop long dans des contextes économiques qui changent rapidement. Évidemment, l'évolution de l'entreprise, et on a besoin de s'adapter en permanence. L'organisation elle-même peut évoluer. On a dit tout à l'heure que les postes clés dépendent aussi de la structure de l'organisation. Nos talents évoluent aussi. En fait, on est dans une matière, les ressources humaines, tout change tout le temps. Et donc, on est tout le temps dans un besoin de s'adapter. Et évidemment, il y a de l'amélioration et votre planification de la succession. En fait, toutes les hypothèses que vous allez faire un jour, ce sont des stratégies futures, mais ce sont que des scénarios. Et après, les scénarios s'exécutent pas, s'exécutent différemment. Donc, c'est bien de rester sur ces sujets-là et de garder toujours à l'esprit ces postes clés et ces enjeux autour de la succession de ces postes clés. Si on a identifié un petit peu ces postes clés par rapport à nos différents critères, et j'en parlais juste avant, maintenant, on va se poser la question de comment je rends mon organisation résiliente vis-à-vis de ces postes clés. Et donc là, on va parler évidemment de rétention des collaborateurs, on va parler après si on n'est pas capable de faire de la rétention de plans de succession, mais on peut parler aussi d'organisation. C'est-à-dire que parfois, avoir trop de postes clés, ça peut être un danger pour l'entreprise. Et la réflexion peut se tourner autour de comment est-ce que je réorganise les choses pour faire en sorte de rendre les rôles moins critiques dans l'entreprise et mon entreprise plus résiliente au global. Donc, si je rentre un peu dans le vif du sujet, quelques questions à se poser. Quand est-ce que je mets en place un plan de succession? Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Certains d'entre vous nous ont dit que vous ne le faisiez pas encore. Avant d'être en capacité de faire un vrai plan de succession, il faut qu'on ait la bonne information sur nos collaborateurs. Et souvent, l'entretien annuel est une première source, vous le faites probablement tous, mais c'est souvent insuffisant. Et on voit que des bons plans de succession, ils sont faits souvent à la suite de People Review ou revue des talents, suivant comment vous les appelez. Et donc là, vous pouvez passer par votre outil favori, comme Elevo par exemple. Faire cette revue des talents, elle est vraiment importante avant de commencer à parler de plans de succession. Parce que des plans de succession doivent se baser sur des données tangibles, des remontées d'informations et une compréhension assez précise quand même de votre organisation, des personnes qui la composent, etc. On parlait de qui pilote le plan de succession, j'ai déjà dit, c'est vraiment piloté par le département RH, par le COMEX, de temps en temps par des managements de direction, etc. Un service RH ne peut pas tout seul faire avancer ces sujets-là. Il faut du sponsoring de la direction aussi. La dernière question, c'est comment est-ce qu'on va structurer nos plans de succession? D'un côté, on va identifier les postes où on cherche à avoir une ligne de succession qui est plus ou moins établie. Et de l'autre côté, évidemment, il va falloir qu'on identifie les talents qu'on veut mettre dans cette ligne de succession. Et dans ces talents-là, on va avoir des talents qui vont être plus ou moins prêts. Alors là, j'ai fait 3 catégories. Ça pourrait être 2, ça pourrait être 4. Ça va dépendre un petit peu de comment vous voyez les choses. Mais souvent, on va catégoriser par à quel point les collaborateurs qu'on met dans la ligne de succession sont prêts à step up, à reprendre le rôle s'il devait arriver quelque chose dans les mois qui viennent. Et c'est intéressant de se poser cette question de manière très brute. Aux États-Unis, ils disent qu'est-ce qui se passe si la personne passe sous un bus? Moi, je trouve cette vision pas très agréable à imaginer. Vous pouvez vous la poser différemment et parfois je pose la question plutôt de dire et si cette personne est enlevée par les aliens? C'est rigolo et on oublie qu'il y a quelque chose de tragique qui s'est passé, mais on peut réfléchir à comment l'organisation elle est résiliente au départ, entre guillemets, brutal, d'une personne qui est importante et qui est clé dans l'entreprise. Mais je trouve que dans ces exercices, il est toujours difficile parce qu'on parle beaucoup d'humains et du coup, on parle de remplacer des gens qu'on ne veut pas remplacer ou de dire cette personne va partir alors que personne pense qu'elle va partir, etc. Et pour faire cet exercice, il faut se projeter dans des situations même qu'on n'aurait pas envie qui arrivent. Donc, c'est forcément un peu difficile. Et c'est pour ça que ces petites questions-là et ces petits, on va dire, ces petites astuces, finalement, elles ont l'air rigolotes, elles nous font sourire, mais elles sont efficaces en réalité. Plutôt que de demander est-ce que cette personne, elle est impactante pour la société? Une autre façon de demander, c'est si cette personne, elle vous dit qu'elle démissionne demain, qu'est-ce que vous faites?
Et l'échelle de réponse peut aller de je suis plutôt soulagé à je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour la retenir. Et c'est beaucoup plus facile d'aborder les sujets avec des questions assez directes et des cas où on se projette dans l'après que des choses un peu plus conceptuelles. Quelques bénéfices du plan de succession, évidemment l'anticipation des départs, l'optimisation de vos gestions des talents internes. C'est pas que être capable de remplacer les gens qui partent, c'est aussi de pouvoir positionner des collaborateurs et de leur offrir la formation pour qu'ils se développent et qu'ils trouvent du sens dans leur développement de carrière. Aujourd'hui, il y a plein de collaborateurs qui partent de leur entreprise en disant je vois pas quelle est la prochaine étape pour moi au sein de l'entreprise. Avoir un bon plan de succession, ça va vous permettre aussi de répondre à ces attentes de vos talents qui souhaitent de la mobilité, qui souhaitent de l'évolution. Et le dernier, renforcer la pérennité stratégique. Ça, c'est des jolis mots pour dire en effet qu'on veut que la société soit résiliente au changement demain et notamment potentiellement au départ de certains collaborateurs, etc. Je voulais vous montrer un petit exemple de ce que pouvait être un plan de succession, par exemple. Donc, l'idée, c'était de vous montrer à travers un outil, en l'occurrence Elevo. Donc là, je vous propose qu'on jette un coup d'œil sur Elevo. Alors, comme je vous ai dit, souvent, on va commencer par bien connaître ses collaborateurs et ça passe évidemment par les entretiens, le feedback, etc., mais par la revue des talents aussi, qui est une étape essentielle quand on veut mettre en place des plans de succession. Et alors là, je vais m'intéresser, plutôt on va regarder la partie succession, mais je vais m'intéresser à mes top talents qui sont à risque de départ. Je me dis, il faut absolument que je mette en place des plans de succession. Et regardons par exemple Kirsten, c'est là où je vous parlais un petit peu des questions qu'on s'est posées. Est-ce qu'elle est performante? Est-ce qu'elle est engagée? Donc ça, c'est l'exercice de People Review, je ne vais pas trop revenir là-dessus. Par contre, l'identification des successeurs, et là, si j'ai un bon outil, il va m'aider aussi à venir trouver des successeurs potentiels. Donc là, c'est ce que j'ai avec Elevo. J'ai quelques top talents qui ressortent sur ce poste de graphic designer, notamment aussi des talents qui demandent aussi de la mobilité. Donc ça, c'est intéressant. Et je vais pouvoir même venir les classer et préparer ma succession. Je vais laisser la parole maintenant à mon ami Olivier qui va vous parler de quelque chose d'essentiel sur le développement, parce que j'en ai parlé et j'ai dit, s'ils ne sont pas prêts, il va falloir les accompagner. Mais ce n'est pas automatique et ça ne se fait pas juste en le disant. Et Olivier va nous aider à y voir plus clair. Merci beaucoup Thibaut, et d'ailleurs très bel outil, en effet, sûrement un des meilleurs du marché. Et oui, alors évidemment, on va faire le lien avec la formation. Pourquoi c'est stratégique? C'est tout simplement parce que dans la succession, dans le remplacement effectivement de personne qui va partir, on peut imaginer le recrutement externe, mais clairement, par exemple, on a réalisé, nous, un sondage en 2023, et donc, par exemple, plus de 60% des équipes talents ont des difficultés à recruter des profils externes. Donc vraiment, on va se tourner vers l'interne. Alors, cette difficulté, évidemment, en recrutement, c'est dû à des départs à la retraite, de nouvelles compétences qui émergent avec les nouvelles technologies. On va se concentrer principalement sur l'interne et comprendre qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre d'un plan de succession. Évidemment, pour mieux anticiper cette succession, je vais devoir identifier les compétences de la personne ou des personnes qui vont partir, donc par une cartographie de compétences, mais aussi identifier les compétences des personnes qui sont des potentiels remplaçants des personnes en partance. Évidemment, par les compétences du poste qui va se libérer et les compétences des profils remplaçants, on va identifier un écart de compétences. Et c'est là, en fonction donc, de cet écart de compétences, qu'on va devoir former à temps les collaborateurs. Dans la formation de manière générale, qu'est-ce qu'on a à faire? En fait, si le profil est disponible tout de suite et qu'il n'y a aucun écart de compétences, évidemment, il n'y a rien à faire. On va beaucoup plus parler d'upskilling pour les profils qui sont disponibles assez rapidement avec un faible écart de compétences. C'est-à-dire que la personne était plus ou moins adaptée pour le poste à venir. Et c'est plus quand on a un temps long et en plus un écart de compétences qui est assez fort, on va plutôt parler de reskilling dans le cadre de la formation. Donc ici, par exemple, on a Laura qui est responsable talent. Et en fait, il y a deux grands types de compétences. Il y a les compétences, on va dire, techniques et transférables, des compétences classiques, quelles que soient finalement les entreprises. Donc, ça peut être codeur Java, travail en équipe, diversité, recrutement. C'est des compétences assez génériques que le marché connaît, que vous pouvez retrouver facilement, on va dire, sur LinkedIn. Ça, j'ai envie de dire, c'est assez facilement transmissible classiquement. Ce qui est stratégique, en fait, dans la transmission de compétences, c'est plutôt les compétences propriétaires, on va dire, propriétaires à l'entreprise, propriétaires à la culture d'entreprise, propriétaires aux méthodes internes, aux processus internes, aux valeurs de l'entreprise. Et donc, c'est ces compétences-là, effectivement, qui vont être uniques. Laura, finalement, dans sa transmission de ces compétences, va pouvoir les transmettre. Deuxième point, évidemment, sur des compétences plus classiques, dans tous les cas, les compétences standards, dites transférables,
il y a trop de demandes du terrain et avec des catalogues de formations parfois trop vastes, trop génériques. Pour citer un exemple, sur LinkedIn Learning, on a plus de 20 000 ressources, ou par exemple sur un partenaire comme Skillsoft, plus de 18 000 ressources. Il y a beaucoup trop finalement de formations disponibles et donc les managers et collaborateurs vont avoir énormément de mal à se retrouver dans cette jungle de la formation. Voilà, à ce propos, on a réalisé un grand sondage. Donc, on avait le baromètre de la formation en ligne, c'était réalisé l'année dernière, sur plus de 2600 participants, sur les entreprises donc de 50 collaborateurs jusqu'à plus de 5000 collaborateurs en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et alors, qu'est-ce qu'on a découvert dans ce grand baromètre? On a découvert deux choses. La première, clairement, et c'est un peu d'ailleurs le résultat du sondage, c'est que déjà la formation en ligne est efficace et vous a permis d'acquérir donc une nouvelle compétence. Ça, c'est quelles que soient les régions, aux États-Unis, en France et en Angleterre, c'est plus de 60% donc sur la formation en ligne proposée par les employeurs. Et là, je rebondis par rapport au deuxième sondage auquel vous avez répondu, où c'est à plus de 35%, c'est 35% un collègue qui m'a transmis la formation. Donc, vous avez raison, en tout cas, c'est la majorité. Et après, uniquement 18% par la formation plutôt académique. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a remarqué sur aussi ce sondage? C'est que 92% des collaborateurs qui considèrent avoir une compétence qu'ils peuvent transmettre à leurs collègues ou à leurs futurs successeurs, uniquement 34% collaborent vraiment avec les équipes formation pour transmettre ce savoir. Donc, on va dire, on est vraiment sur une opportunité manquée, clairement, à ce niveau-là. Donc, ça m'amène évidemment à une question qui est comment évidemment concilier l'apprentissage par les pairs avec la nécessité d'assurer la continuité de poste via la formation. Évidemment, pas de surprise, on est clairement sur l'apprentissage basé sur les compétences parce que ça me permet donc d'identifier les compétences des personnes qui vont à mon partir, d'identifier les compétences des personnes qui vont y remplacer et je vais pouvoir mesurer cet écart et mettre en œuvre les formations. En plus de ça, maintenant, avec donc l'intelligence artificielle, on va être beaucoup plus rapide dans ce processus-là. 360 Learning, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis un certain temps, donc maintenant 1 an et demi, avec notamment l'acquisition de la société Elamp. Et donc, ça permet très facilement donc, de cartographier les compétences par la recommandation de compétences, suggérer les formations les plus pertinentes possibles auprès des collaborateurs en fonction donc, de l'écart de compétences qu'on va devoir combler. En plus de ça, je vais pouvoir aussi identifier ce qu'on appelle un catalogue gap, c'est-à-dire les formations qui sont encore manquantes dans l'entreprise pour pouvoir former tout le monde sur leur écart de compétences. Et en plus de ça, par le collaborative learning, je vais pouvoir identifier les experts qui vont pouvoir finalement me construire les formations nécessaires pour les collaborateurs. Et en plus de ça, avec l'intelligence artificielle, on va avoir des outils qui vont permettre de générer très rapidement le contenu de formation. Pour conclure, clairement, pour donner quelques chiffres sur l'importance maintenant de la gestion de ce qu'on appelle le skills-based learning, finalement, on peut donner des chiffres comme celui de Bosch, qui, par exemple, la société Bosch, qui a investi plus de 2 milliards donc, par an pour adapter les compétences à ses équipes aux enjeux du véhicule électrique. Ou par exemple, je pourrais citer aussi Danone ou Ikea. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous étiez super nombreux aujourd'hui. C'était un plaisir de vous présenter tout ça. Merci beaucoup, Thibaut. Merci beaucoup Merci tout le Olivier. monde. Au revoir.